Bon, merci Pierre. Merci tout le monde d'être venu en si grand nombre. Premièrement, évidemment, ça me fait très plaisir pour deux choses. C'est de voir qu'on a un succès d'année après année. Et deuxièmement, de voir que mon managing partner est ému. Ça va me permettre de négocier à la hausse mon salaire. Ceci étant dit, avant qu'on ne commence notre discours, je ne veux pas prendre toute la gloire advenant que vous aimiez ce que je vais vous débiter tantôt. Le texte sur lequel je m'appuie a été rédigé et préparé en première souche par une de mes jeunes collègues qui est hospitalisée aujourd'hui et qui s'appelle Karine Carrier, donc elle n'est pas parmi nous. Ceci étant dit, le premier sujet que nous avons choisi ce matin pour vous entretenir est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et qui est, quant à moi, une des pierres angulaires de la construction, la fin des travaux. La fin des travaux est une notion capitale parce qu'elle intervient dans plusieurs aspects du droit de la construction. Essentiellement, elle va marquer le point de départ de certaines prescriptions, les prescriptions pour les recours éventuels qui découlent des activités dans la construction. Elle va servir d'assise pour le paiement des sommes dans le domaine de la construction ou le paiement des soldes contractuels et le paiement de la retenue. Elle va servir de date d'entrée ou de date de mise en vigueur de certaines garanties légales et conventionnelles. On va voir tantôt aussi qu'elle va avoir une importance cruciale dans le monde de l'hypothèque légale et dans le monde du cautionnement, c'est-à-dire ce que j'appelle moi dans le monde des sûretés. Et enfin, elle va marquer le moment où la responsabilité qu'a un entrepreneur pour les risques sur le chantier va se transférer au donneur d'ouvrage ou au propriétaire. On va rentrer par la porte d'entrée qui est la définition de la fin des travaux au sens du Code civil du Québec. Je ne vais pas vous faire un long cours de droit, mais sachez essentiellement ceci. La loi entre les parties, la première loi entre les parties, se retrouve dans le contrat que les deux parties ont conclu entre elles. Si le contrat est silencieux sur un point, on se réfugie dans le Code civil du Québec. Livre palpitant que je vous suggère comme lecture à 10h30 le soir si vous souffrez d'insomnie. À la base, le Code civil du Québec, donc, nous dit ceci sur la fin des travaux. Il y a fin des travaux quand l'ouvrage est exécuté ou quand les travaux sont exécutés et quand l'ouvrage est en état de servir conformément à l'usage auquel on le destine. On retient de ceci qu'il y a deux conditions et il faut que ces deux conditions soient remplies pour qu'on ait une fin des travaux. Analysons donc la première de ces deux conditions. Il faut que l'ouvrage soit exécuté. Règle d'or, quand vous vous trouvez dans un ouvrage où il y a eu des plans et devis, le dernier petit sapin compris dans le devis aménagement paysager doit avoir été posé. Quand il y a posé, il y a fin des travaux. Je vous l'image par une première décision. La décision GB Démolition Inc. contre la compagnie à numéro 9033-2404 Inc. que je vais appeler affectueusement la compagnie à numéro. La Cour supérieure en 2008 est présente devant le cas suivant. Un donneur d'ouvrage dont le président est ami avec le président d'une compagnie de construction donne à cette compagnie de construction un contrat pour l'érection, la rénovation en réalité d'un immeuble pour le transformer en immeuble locatif. Les deux compères s'entendent et tout va très bien. L'exécution du contrat se fait rondement, sauf
vers la fin du contrat, où approximativement tout est terminé. Et là, malheureusement, la compagnie à numéro commence à manquer de fonds. Il reste, et je vous ferai la liste tout de suite, quelques menus travaux à faire et l'entrepreneur commence à ralentir l'exécution. Ça tourne malheureusement au drame et le président de la compagnie à numéro se suicide. Il se suicide le 17 août et les travaux se terminent. Et éventuellement, ils seront repris par la succession au mois d'octobre. L'entrepreneur, malgré l'amitié qui liait ces deux hommes, a une responsabilité vis-à-vis de sa compagnie et publie une hypothèque légale. Prenez dans votre tête que les travaux se sont terminés le 17 août et publie une hypothèque légale fin septembre. On le verra tantôt. Il y a un délai pour publier une hypothèque légale qui est 30 jours de la fin des travaux. Et la succession va attaquer l'hypothèque légale en disant qu'elle a été publiée tardivement. Et le juge va analyser le dossier. Il restait, au 17 août, quelques menus travaux à faire. Et je fais une petite parenthèse importante. Au 17 août, les locataires ont commencé à rentrer dans l'immeuble. Donc, techniquement, l'immeuble sert à l'usage auquel il est destiné. Il est habité. Quelques menus travaux. Un mur cloison dans le sous-sol entre le gym et la cuisinette n'est pas encore érigé. Il manque de l'électricité dans le stationnement extérieur. La finition des marches d'escalier n'est pas faite et il manque un puisard dans le stationnement arrière. Conclusion du juge, il dit oui, l'immeuble est prêt à l'usage auquel il est destiné, mais malheureusement, les travaux au sens du contrat ne sont pas terminés. Là, la succession dit oui, mais un instant, ces travaux qui manquent ne sont pas précisément décrits dans le contrat qui n'avait pas de plans et de devis. Le juge dit un instant, un travaux complété est tous les travaux nécessaires pour la construction. Et il est évident, quant à lui, que la finalité des travaux de plomberie et d'électricité, par exemple, était nécessaire à la construction. J'ai imagé la première des deux conditions, à savoir que les travaux doivent avoir été complétés ou exécutés. Deuxièmement, les travaux prêts à l'usage auquel on le destine. Deuxième décision que je veux vous soumettre pour image. Dans ce cas-ci, nous avons une compagnie à numéro, que je vais appeler affectueusement la compagnie à numéro, qui donne un contrat à Entreprise Flex Inc., qui est une compagnie spécialisée dans l'aménagement et l'érection de salles de spectacle. On a la construction d'une salle de spectacle, donc. Le locataire, Théâtre du Saguenay, décide à un moment donné, quand, selon l'entrepreneur, les travaux sont faits, de faire une soirée de préouverture pour tester la salle. Est-ce que la salle est prête? On va recevoir des clients, on va voir. Et c'est un franc succès, comme aujourd'hui. Le lendemain, ils font la première. Le juge a décidé que la préouverture marquait, quant à lui, l'étape à laquelle le bâtiment était prêt à l'usage auquel on le destine. Ceci étant dit, je passe le micro, dans notre jargon de juriste, on dit le crachoir, à ma collègue Andréane Sansouci. Et là, on me dit que je dois faire... Oui. Okay. Ici. Ici? Parfait. Ici. Je suis meilleur Alors, Excusez-moi, j'allais dire je suis meilleur au PlayStation 4 en général. on aborde maintenant la fin des travaux applicables à la prescription des recours. La loi prévoit qu'une partie a 3 ans pour faire valoir ses recours contre une autre partie. En matière de contrat de construction, la prescription des recours entre les parties est calculée à partir de la fin des travaux.
La notion de fin des travaux marque donc le départ de la computation des délais pour plusieurs recours en droit de la construction, tels que les recours en paiement du sol contractuel, pour malfaçon ou perte de l'ouvrage, les réclamations pour modification aux travaux entraînant des pertes de productivité et une prolongation de l'échéancier, ou encore les recours pour conditions cachées ou manquement au devoir d'information. On sait donc que la fin des travaux marque le point de départ de la prescription, mais encore faut-il savoir quand survient la fin des travaux. C'est une question d'analyse des faits. La Cour supérieure du Québec a tranché 2 dossiers en 2016 où il était question de savoir quand était survenue la fin des travaux. Ce sont les affaires Construction GAS contre l'Hôpital général du Lakeshore et Construction SOCAM contre la Corporation d'hébergement du Québec. Consortium GAS contre l'Hôpital général du Lakeshore concerne des travaux de construction dans un hôpital. La Cour devait déterminer si la fin des travaux était antérieure au 21 juillet 2003, date qui précédait de 3 ans le recours entrepris par Consortium GAS. La Cour retient qu'en l'espèce, certains des travaux prévus au contrat n'étaient pas complétés au 21 juillet 2003. Ces travaux prévus au devis et non complétés concernaient notamment des travaux d'alarme incendie, des systèmes d'eau purifiée et l'installation de garde-corps. La Cour interprète donc les articles 21.10 et 21.16 du Code civil du Québec conformément à leur libellé, c'est-à-dire que la fin des travaux survient lorsque les travaux contractuels ont été complétés, sans égard aux déficiences. Ce faisant, la Cour ne retient pas les prétentions de l'hôpital, selon lesquelles des indices tels que l'occupation du bâtiment dans son intégralité, la tenue de la dernière réunion de chantier, l'interruption des rapports journaliers permettent de conclure à l'arrivée de la fin des travaux. Le recours de GAS n'est donc pas jugé prescrit. Construction SOCAM maintenant. Cette affaire consiste aussi en un cas où le donneur d'ouvrage, ici la CHQ, alléguait que le recours de l'entrepreneur, ici SOCAM, était prescrit parce qu'il est tenté plus de 3 ans après la fin des travaux. Par son recours, SOCAM réclamait de la CHQ le solde impayé du contrat de construction. Les conditions générales du contrat prévoyaient que la date de fin des travaux ici était la date de réception provisoire des travaux. Le certificat de réception provisoire avait été émis le 19 mai 1999. L'entrepreneur SOCAM plaidait la grande ampleur de la liste de déficiences et faisait valoir que la réception provisoire avait été faite prématurément et donc ne pouvait pas être établie au 19 mai 1999. Commentaire à part, ça prend bien des avocats pour se plaindre d'une réception provisoire prématurée. Normalement, les entrepreneurs sont contents, ils ont leur argent. La Cour rappelle donc les 2 principes suivants. Il doit y avoir exécution intégrale du contrat pour conclure à la fin des travaux. La Cour rappelle aussi que, même mal fait, un travail est tout de même fait. Et les déficiences, peu importe leur nombre, peu importe la durée que ça prend pour les corriger, ne viendront pas reporter la fin des travaux. La Cour en vient donc à la conclusion que le recours de SOCAM est prescrit, car exercé plus de 3 ans après la fin des travaux. On peut retenir de ces décisions que l'entrepreneur ne peut pas prendre appui sur ses propres lenteurs à corriger les déficiences pour reporter la date de fin des travaux et conserver son droit de poursuivre le propriétaire. Oui.
Andréane vous a parlé de la prescription civile ou légale et je vous ai dit d'entrée de jeu que la loi entre les parties était le contrat et que le Code civil était supplétif, à cette petite exception près. Certains articles dans le Code civil sont appelés d'ordre public et on ne peut pas y déroger. Essentiellement, les articles qui traitent de la prescription, on a 3 ans pour poursuivre quelqu'un, sont qualifiés d'ordre public et on ne peut pas les modifier contractuellement, sauf qu'on peut très bien contractuellement dire à un individu, si tu veux me poursuivre, tu dois d'abord m'aviser et tu as tel délai pour m'aviser. Et c'est exactement ce qui existe de façon standard dans le monde de la construction. Et pour imager mes propos, je vais m'appuyer sur le contrat, ce que j'appelle le contrat standard dans le monde de la construction, que sont les CCDC. Petite parenthèse rapide, comme vous le savez, il y a plus de 30 années, l'Association canadienne de la construction a fondé un comité qui s'appelait le Comité canadien de documents contractuels, d'où les anagrammes CCDC, qui a été chargé de rédiger des contrats types qui valent encore aujourd'hui dans l'industrie de la construction. Quand je vous parle du CCDC-2, c'est le contrat à forfait standard dans sa version 2008. Ce contrat, à l'article 12.2.2, dit qu'un entrepreneur, s'il veut produire une réclamation, doit aviser le donneur d'ouvrage dans un délai, à savoir le plus court des 2 dates qui se trouvent sur le tableau. C'est la première des 2 dates entre les 26 jours après le délai pour publier une hypothèque légale ou 395 jours après l'achèvement substantiel. La première des 2 dates qui arrive. Et je m'explique. Premier cas, fin des travaux, 1er janvier 2016. Il y a une légère liste de déficiences avec 2-3 items à compléter qui le sont le 1er février 2016. On va le voir tantôt, le 1er février 2016 est la date de fin des travaux au sens de l'hypothèque légale. Tous les travaux sont terminés. 26 jours après, on arrive au 26 février. Dans ce cas-ci, l'entrepreneur a jusqu'au 26 février pour aviser le donneur d'ouvrage de son intention de réclamer. Sinon, il est présumé avoir renoncé à sa réclamation. Deuxième cas, la deuxième ligne du temps que vous avez devant vous. Toujours 1er janvier 2016, achèvement substantiel. Et cette fois-ci, mes amis architectes dans la salle ont fait une longue liste de déficiences qui est probablement similaire au Larousse. Commence à la lettre A et la lettre Z est hautement descriptive. L'entrepreneur se traîne les savates. Il va commencer à exécuter la liste de déficiences et on se ramasse au 1er janvier 2017, 1 an après, et c'est toujours pas complété. Et petit à petit, il continue et en bout de ligne, il va finir au 1er mai 2017. Dans ce cas-là, la fin des travaux au sens de l'hypothèque légale va arriver le 1er mai 2017. Mais 395 jours du 1er janvier, pour être sûr que je n'ai pas fait d'erreur mathématique, arrive le 1er mai 2018. L'entrepreneur avait jusqu'au 1er mai 2018 pour publier et pour aviser le donneur d'ouvrage de son intention de réclamer. Autre sujet dans lequel, et qui est probablement le plus lucratif ce matin, dans lequel la notion de fin des travaux est importante. La fin des travaux est importante pour le paiement. S'il n'existait que le Code civil du Québec sur la notion de paiement dans le domaine de la construction, la salle serait vide aujourd'hui. Le Code civil prévoit que le client, c'est-à-dire le donneur d'ouvrage, ne doit payer l'entrepreneur qu'une fois la réception des travaux. Imaginez-vous que le pont Champlain serait payé aux entrepreneurs une fois construit. Il n'y a personne qui sera en business. Aussi, et je retourne dans la même explication de la coutume du CCDC, si on ouvre un CCDC et l'article de paiement n'est pas un article d'ordre public, donc contractuellement, les parties ont modifié le Code civil et le C coutume veuille que sur un chantier, il y ait des paiements progressifs.
généralement mensuel, et généralement est attachée à ces paiements progressifs une retenue par le propriétaire, toujours aussi généralement, de 10%. Et le chantier avance. Et la coutume, c'est ce qui est repris par le CCDC, amène une fin des travaux en 2 marches. Premièrement, l'achèvement substantiel des travaux, quand l'entrepreneur pense que le bâtiment est prêt à l'usage auquel on le destine. Il va appeler nos amis architectes qui vont venir faire une inspection, qui vont constater qu'à part du menu fretin qui va apparaître sur une liste de déficiences, effectivement, il est prêt à l'usage auquel il le destine. Et l'architecte va émettre un certificat d'achèvement substantiel qui va amener une grande partie du paiement de la retenue. Selon le CCDC, 90% de la retenue est payée. L'entrepreneur finalise ses travaux, demande une deuxième inspection, le professionnel revient et déclare qu'effectivement tous les travaux sur la liste des déficiences ont été complétés et va autoriser le paiement final et émettre un certificat de paiement final. C'est ce que la pratique nous a amené au niveau des paiements. Andréane? Nous abordons maintenant la fin des travaux applicables aux garanties. Les entrepreneurs, sous-entrepreneurs professionnels peuvent être tenus d'honorer 2 catégories de garanties, c'est-à-dire les garanties légales et les garanties conventionnelles. La fin des travaux marque le point de départ de la computation de ces garanties. On retrouve 2 types de garanties légales qui font intervenir la fin des travaux, c'est-à-dire la garantie contre les malfaçons et la garantie contre la perte de l'ouvrage. La garantie contre les malfaçons. C'est la garantie par laquelle les entrepreneurs, sous-entrepreneurs et professionnels sont tenus conjointement, pendant 1 an, de garantir l'ouvrage contre les défectuosités existantes au moment de la réception provisoire ou découvertes dans l'année qui suit la réception provisoire. Cette garantie concerne les déficiences qui ne mettent pas en péril l'immeuble. Cette garantie n'est non plus pas d'ordre public, donc les parties peuvent l'exclure par contrat. Par la garantie relative à la perte de l'ouvrage, les architectes et ingénieurs pour les travaux qu'ils ont surveillés et les entrepreneurs et sous-entrepreneurs pour les travaux qu'ils ont exécutés sont solidairement tenus de la perte de l'ouvrage qui survient dans les 5 ans de la fin des travaux. Mes collègues Annick et Louis-Michel brûlent d'impatience de vous en parler, donc je n'irai pas plus loin sur ce sujet-ci. En plus des garanties légales prévues par le Code civil, les parties peuvent convenir des garanties en les stipulant au contrat. Le CCDC2, par exemple, comporte une clause prévoyant une garantie similaire à la garantie légale qu'on a vue précédemment. Je passe la parole à Guy. On tombe dans un de mes sujets de prédilection, l'hypothèque légale de la construction. Nom latin, hypothèque légale des personnes ayant participé à la construction ou à la rénovation d'un immeuble. Pauvre quidam que je suis, quand je vous envoie une de mes factures, hautement justifiée et très modeste, il va sans dire, si par hasard vous ne voulez pas me payer, mon seul recours est Tony, mon huissier, et je spécifie pour la salle, ceux qui ne le savent pas, il fait 252 livres à jeun. Par contre, les gens qui ont participé à la construction ou à la rénovation d'un immeuble, eux, ont droit à protéger leur ouvrage par une hypothèque de la construction. C'est un droit extraordinaire, c'est-à-dire, selon les tribunaux, qui n'est alloué qu'à certaines personnes, d'où les tribunaux vont l'interpréter restrictivement. Vous faites un pas de travers, vous n'avez plus droit à l'hypothèque légale. Il vous reste éventuellement l'oratoire Saint-Joseph. À genoux, il va sans dire. Ceci étant dit, l'hypothèque légale, imaginez-la comme une chaudière. Elle va se remplir au fur et à mesure de vos travaux, de vos prestations ou de vos matériaux fournis d'une plus-value pendant l'exécution des travaux.
Juridiquement parlant, on va vous dire que l'hypothèque légale naît au début des travaux. Cependant, elle doit avoir une obligation de fait. Elle doit être publiée dans les 30 jours de la fin des travaux. Juridiquement, on va dire que le droit se cristallise par la publication de l'avis d'hypothèque légale. Le législateur, dans sa grande sagesse, a jugé bon de dire que seuls les avocats et les notaires, et eux ne sont pas bons, avaient le droit de publier une hypothèque légale, d'où c'est un terrain plus ou moins lucratif. Ceci étant dit, les notions qu'on doit voir aujourd'hui. Premièrement, la notion de fin des travaux au sens de l'hypothèque légale. Il n'y a qu'une seule fin des travaux au sens de l'hypothèque légale de la construction. Dans la hiérarchie d'un chantier, vous retrouvez en haut de la pyramide un entrepreneur général qui éventuellement va sous-contracter à divers sous-traitants qui eux-mêmes vont acheter des matériaux de construction. Il n'y a pas une fin des travaux pour le fournisseur numéro B et ou une fin des travaux pour le sous-traitant 37. Il n'y a qu'une seule fin des travaux, à savoir quand le contrat d'entreprise générale est entièrement terminé. Évidemment, il y a une exception. Lorsque les travaux sont donnés par lot ou par phase. Exception bien compréhensible, vous avez qu'à imaginer le projet de Val-des-Arbres à Laval. Il s'agissait de tours d'habitation. Chaque tour d'habitation, même si c'était un grand complexe immobilier de 4 tours, chaque tour d'habitation était donné en vertu d'un contrat de construction distinct à un entrepreneur distinct. Il y avait une fin des travaux par immeuble. Là où ça se corse un peu, mais on est toujours dans cette exception-là, l'agrandissement d'une université. Là, le contrat de construction est donné par phase ou par lot. Excavation, fondation, entrepreneur A et sa sous-traitance. Érection du bâtiment, entrepreneur B et sa sous-traitance. Et finition du bâtiment, entrepreneur C et sa sous-traitance. Dans ce cas-là, de nouveau, on a décidé qu'il y avait une fin des travaux propre à chaque contrat d'entreprise pour la phase A, pour la phase B et pour la phase C. Deuxième notion concernant la fin des travaux. Il faut que les travaux aient été complètement exécutés, qu'il y ait une exécution complète des travaux. Je casse certaines légendes urbaines et je tente de ne pas regarder certains de mes confrères architectes qui sont à la première table juste à ma droite. Un certificat de fin des travaux signé par un architecte ne constitue pas une preuve irréfragable de fin des travaux. Au mieux, ça va constituer une présomption. La fin des travaux, comme l'a dit Andréane là tantôt, est une question de fait. Le dernier petit foutu sapin dans la dernière section du devis aménagement paysager est posé, il y a fin des travaux. Je vous l'image de façon télégraphiée quelques items que les tribunaux ont considérés comme n'étant pas la fin des travaux. Travaux de remblai afin de rendre des sorties extérieures d'une maison conforme à la réglementation municipale. Tant que ce n'était pas fait, pas de fin de travaux. Installation d'allèges et de garde-galeries. On devait encore faire cet item, pas de fin des travaux. Escalier à compléter. Compteur d'eau, asphalte et terrassement à compléter. Installation d'un ventilateur et d'un système de refroidissement. Application d'une couche de bitumineux. Tous ces items-là ont retardé la fin des travaux. Pour les entrepreneurs dans la salle, généralement, quand un de vos clients vous paye dans les 30 jours, il bénéficie au Noël suivant d'une très bonne bouteille de vin. Quand il vous paye dans les 60 jours, il reçoit toujours le Noël suivant une carte de Noël et quand on l'ouvre, il y a un petit message chanté. 90 jours, business as usual. Après 90 jours, vous commencez furieusement à fouiller dans le tiroir de droite de votre bureau pour retrouver ma carte d'affaires et mon numéro de téléphone. Et éventuellement, vous avez été faire un petit tour à l'oratoire Saint-Joseph, parce que vous vous souvenez du 30 jours de la fin des travaux. Or, il y a peut-être une solution, ce que j'appelle la bouée de sauvetage, et qui se retrouve dans un document très important, la liste des déficiences.
ou du moins les dernières listes de déficiences. Et ces listes de déficiences, on les divise en 2 colonnes. La colonne de gauche qui dit « Veuillez s'il vous plaît corriger. Il y a une craque dans tel mur au 3e étage. La porte du 2e étage a été griffée, il faut retoucher. Il faut retoucher la peinture de tel local. » C'est de la déficience et une déficience ne retarde pas la fin des travaux. Mais il y a la colonne de droite qui va vouloir son pesant d'or. Il manque des poignées de porte au 7e étage. Il manque des tablettes dans tel garde-robe. Il manque des grillages anti-feu à tel endroit. Dès que vous avez l'appellation « il manque », les travaux ne sont pas exécutés. Très rapidement, petite anecdote, pas les Galeries Diouville, mais l'immeuble qui s'appelle les Écuries Diouville dans le Vieux-Montréal, qui est un immeuble à condominium. On a traîné l'entrepreneur pendant 5 mois, après occupation par les copropriétaires. Et il est venu nous voir, effectivement, avec les genoux ensanglantés. Et dans le dossier, on a retrouvé une lettre du donneur d'ouvrage qui avait été envoyée 28 jours avant notre rencontre. Et la lettre disait « Nous ne vous payons toujours pas le 972 000 $ parce qu'il manque 22 moustiquaires, il manque du gravier rouge dans les petites allées des jardins intérieurs. » On a appelé affectueusement cette cause le Golden Screen, parce que les 22 petits moustiquaires ont valu 972 000 $. Petit bémol, par contre, si vous voulez jongler dans une poudrière, vous attendez ce moment-là, et je vous suggère la bouteille de Pepmo Dismol, pas très loin. Mais récemment, nos tribunaux ont y apporté un petit bémol. Les travaux minimes, par exemple, il manque des câbles pour, excusez-moi l'anglicisme, plugger le téléphone, et il manque 2-3 babioles pour 200 $ sur un dossier, sur un projet de 5,8 millions. Et on remarque étrangement que ça fait 3 mois que le donneur d'ouvrage réclame que ce soit fait, mais l'entrepreneur se traîne les savates. Il ne pourra pas venir plaider que les travaux ne sont toujours pas terminés. Les tribunaux vont juger que ces menus détails ne retardent pas la fin des travaux. Andréane? Oui. En ce qui concerne le retard volontaire de l'entrepreneur dans l'exécution des travaux, un entrepreneur ne peut pas retarder volontairement la fin des travaux en interrompant indûment ses travaux ou en empêchant des sous-traitants d'exécuter les leurs. S'il est démontré que la non-exécution des travaux a été causée par l'entrepreneur, les tribunaux concluent à un abandon des travaux, donc à une fin des travaux automatique. La suspension et l'abandon des travaux. Il importe de différencier ces 2 notions. Seul l'abandon pourra provoquer la fin des travaux. La suspension, quant à elle, n'équivaut pas à la fin des travaux. Un exemple de suspension est le cas où des travaux seront suspendus pendant l'hiver pour être repris au printemps. C'est le cas, par exemple, pour les travaux d'aménagement paysager de tourbes et de 3 ou 4 sapins qu'on reporte au printemps. L'abandon, quant à lui, doit être clair et non équivoque et va se traduire généralement par un avis écrit du propriétaire ou du syndic informant l'entrepreneur qu'il n'a pas l'intention de continuer les travaux. L'impact des travaux additionnels. Les documents contractuels prévoient généralement un échéancier des travaux qui prévoit une date de fin. Il est toutefois très fréquent, comme on le sait, que des modifications aux travaux sont apportées, des ajouts au contrat sont apportés. Et on peut se demander si ces modifications au contrat apportées par le propriétaire modifient la date de fin des travaux. On retient le principe que les travaux additionnels prolongent la date de fin des travaux. On aborde maintenant la fin des travaux applicables au cautionnement.
Maître Gillin vous a expliqué que l'hypothèque légale de la construction est un mécanisme qui a été prévu par la loi pour protéger les créances des constructeurs et des fournisseurs. L'industrie a aussi créé un mécanisme de protection qui est le cautionnement. Des compagnies assimilables à des compagnies d'assurance vont se porter caution des obligations de l'entrepreneur qui découlent de sa soumission, de l'exécution des travaux ou encore du paiement des créances des sous-traitants. C'est pour l'obligation de l'entrepreneur envers les créances des sous-traitants qui intervient le cautionnement de main-d'œuvre et matériaux. Le donneur d'ouvrage le demande pour éviter justement que des sous-traitants ne publient sur l'immeuble des hypothèques légales de la construction ou lorsque, en matière de contrat public justement, pour pallier le fait que la publication d'hypothèques légales de la construction n'est pas possible. La notion de fin des travaux revêt aussi une grande importance pour ce cautionnement de main-d'œuvre et de matériaux. Le schéma qu'on voit ici à l'écran permet d'imaginer comment fonctionne le cautionnement de main-d'œuvre et de matériaux. Le cautionnement est obtenu par l'entrepreneur général à la demande du donneur d'ouvrage pour permettre le paiement des entrepreneurs spécialisés et fournisseurs, ainsi que le locataire d'équipement si c'est prévu au contrat de cautionnement. Il permet un recours direct des entrepreneurs spécialisés et fournisseurs contre la caution. Afin de se prévaloir du cautionnement, les formalités prévues à respecter sont au nombre de 3, c'est-à-dire la dénonciation du contrat, l'avis de réclamation à la caution dans les 120 jours de la fin des travaux et l'institution d'un recours contre la caution dans un délai d'1 an ou de 3 ans. On sait que la légalité de ce délai d'1 an est discutable cependant. Il y a lieu de préciser que le cautionnement est privé, c'est un contrat. Donc, les compagnies qui l'émettent sont libres d'indiquer les formalités qu'elles veulent. Mais en général, on retient que ce sont ces 3 formalités-là qui reviennent. En ce qui concerne la formalité numéro 2, c'est-à-dire l'avis de réclamation à la caution, c'est là que la notion de fin des travaux intervient. Il est important de comprendre que la fin des travaux ici, dont il est question, c'est la fin des travaux du fournisseur spécialisé ou du sous-traitant, des sous-traitants. Donc, que ce soit un fournisseur ou que ce soit que ce soit un sous-entrepreneur ou un fournisseur de matériaux, on retient qu'on regarde ici la fin des travaux, sa fin des travaux à lui. Et non pas la fin des travaux de tout le projet de construction, comme c'est le cas en matière d'hypothèque légale de la construction. Tout comme pour la fin des travaux applicables à l'hypothèque légale de la construction, la fin des travaux applicables au cautionnement ne sera cependant pas retardée par la présence de déficiences. Pour terminer, la notion de fin des travaux a une importance cruciale et qui découle de l'article 2115 du Code civil du Québec. Le principe de 2115 est que l'entrepreneur est tenu à la perte de l'ouvrage qui survient avant la délivrance. Autrement dit, il assume la responsabilité de tout ce qui peut se produire sur le chantier pendant l'exécution. Et ça explique, entre autres, la batterie d'assurance chantier pendant la vie du chantier. La fin du chantier, qui est égale à délivrance, donc la fin du chantier, la définition qu'on a vue en entrée de jeu selon l'article 2110, marque donc la fin de l'assumation de cette responsabilité par l'entrepreneur. Et ça comprend donc que des items comme les assurances vont se terminer à ce moment-là. Ça inclut aussi la fin des travaux, que l'entrepreneur arrêtera son rôle de maître d'œuvre et de toute la responsabilité vis-à-vis de la loi sur la santé et sécurité au travail. Le rôle de maître d'œuvre va retomber sur les épaules du donneur d'ouvrage. Et aussi,
l'entrepreneur, la délivrance du bâtiment ou la fin des travaux va marquer la fin de l'assumation des charges fixes pour l'entrepreneur. On n'a qu'à penser au gaz et à l'électricité, etc. Ça fait notre tour de piste sur la fin des travaux. On est disponible dans la pause café ou la petite réception de ce midi. Ça nous fera plaisir, Andréane et moi, de répondre à vos questions et je vous remercie beaucoup de votre attention.